Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu, la 11e saison déjà du podcast Touchdown Actu, l'épisode 457. À mes côtés, Lucas, voilà, bonjour. Salut Alain, salut tout le monde. Lucas, cette semaine, on va parler évidemment de la course au playoff qui continue avec les 49ers qui sont dedans. Et oui, ils sont de retour dans la course au playoff, mais sont-ils dans la course au titre ? On va en parler évidemment dans cette émission. L'affiche Patriots-Bills au programme également, les pronostics, les meilleures cotes. Est-ce que tu es bien ? Je vois du soleil derrière toi, Lucas. Ouais, un petit peu de soleil. Je me suis expatrié comme en début de semaine. Je joue à l'extérieur, mais on est bien. Bon, eh ben écoute, profites-en en tout cas, parce que plus au nord de la France, il y a un peu moins de soleil. Générique, non. Jingle, oui. Et on parle des 49ers. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Alors, on ne va pas se mentir, on les donnait un peu pour morts quand même quand leur bilan était, je crois que ça a été 2-5, 3-5. Alors, il y a 3-5, ça c'est sûr, mais ça a même été pire avant. Et surtout, tout le monde était blessé. Et finalement, revoilà, les 49ers sont positifs. 6 victoires, 5 défaites, 6e en NFC, donc qualifiable si les playoffs commencent aujourd'hui. Lucas, qu'est-ce qui a changé en 3 semaines pour San Francisco ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que Kyle Shanahan est revenu à ses fondamentaux peut-être. On le disait, on a eu tendance à souvent le dire, le jeu au sol vraiment, qui est quelque chose qui fait partie intégrante de l'identité de cette équipe. Il s'en était un petit peu détourné, même si ça restait prépondérant. Et puis là, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est devenu vraiment la base de cette équipe. Et puis après, on développe autour, tout comme la défense, qui était l'une des forces, notamment quand cette équipe est allée au Super Bowl, et qui était un petit peu en dedans au début de la saison avec quelques blessures, quelques escouades qui ne fonctionnaient pas. Et là, on a l'impression qu'il y a tout qui commence à vraiment se mettre en place comme on l'imaginait. Ça a pris peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour moi, c'est ça qui a changé par rapport au début de la saison. Et c'est sur la pente ascendante, en effet. Oui, je dis ces 3 dernières semaines, donc c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont gagné leurs 3 derniers matchs. À chaque fois, il y a 150 yards de sol au minimum. À chaque fois, il y a Jimmy Garoppolo propre. Pas une seule apparition de Trey Lance, au passage. Donc, il y a une certaine sérénité offensive qu'ils n'avaient pas au tout début de la saison. Clairement, ils ont retrouvé l'identité qu'ils avaient l'année où ils vont au Super Bowl, en fait. Oui, clairement. Tu parlais de Trey Lance, on l'a vu sur le site notamment, cette déclaration de Kyle Shanahan qui disait que le fait d'avoir mis Trey Lance, c'était parfois ça cassait son rythme. Et en effet, le fait d'avoir drafté ce quarterback assez haut, on s'est forcément posé des questions. Parce qu'on le disait au début de la saison, est-ce qu'on draft ce quarterback, c'est pas pour le laisser sur le banc? Et donc, presque Kyle Shanahan s'est senti, alors je ne sais pas s'il s'est senti obligé parce que Garoppolo ne faisait pas un grand début de saison, il faut le dire aussi. Et donc, du coup, la question est venue très vite. Est-ce qu'on va le changer? Est-ce qu'on ne va pas le changer? Il y a eu Garoppolo qui a eu une petite blessure ou une blessure diplomatique, on se rappelle. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais ça a permis à Trey Lance de jouer. On a vu que ce n'était pas beaucoup mieux. Ça fait perdre du temps. Ça a fait perdre du temps dans cette mécanique et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent en forme que maintenant. Mais au final, c'est pas plus mal parce que de toute façon, on le sait, c'est à la fin de la saison qu'il faut être en forme et pas au début. On le voit avec les Seahawks, avec les Rams pour parler d'équipes qui sont dans la même division. Donc, c'est compliqué. Oui, non, mais elle était vraiment intéressante cette déclaration parce qu'il dit en gros quand il y a 2 quarterbacks différents, ça change la physionomie des choses au niveau de la défense. Du coup, il faut reprendre du rythme au niveau des choix de jeu offensifs et tout. Ça montre bien que ces histoires de oui, je fais rentrer des quarterbacks gadgets, machin et tout. Si ça marchait, on le saurait, je pense, depuis un moment. À part pour Sean Payton par séquence, mais c'était quand même Drew Brees, c'est un autre niveau qui sortait et qui rentrait. Donc ça, clairement, après, la défense va quand même aussi mieux. 10 points encaissés seulement contre les Rams. Contre les Vikings, ils en prennent plus, mais ils font les stops qu'ils font en fin de match. Donc, ils ont aussi retrouvé un peu de mordant défensif, ce qui était aussi une marque de fabrique au moment où ils vont au Super Bowl.
Ah, clairement. De toute façon, on l'a dit au Super Bowl, s'il fallait choisir une des deux escouades par rapport à cette année-là, on se tournerait certainement vers la défense. Et en effet, il faut absolument que cette défense-là soit très forte, à l'instar d'autres équipes qui vont avoir peut-être une attaque très forte et une défense qui est juste moyenne plus. Là, il faut que cette défense, elle soit vraiment très forte et elle le devient. Alors, elle ne l'est pas encore tout à fait. Il y a encore quelques petites inquiétudes, mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux. Nick Bosa est déjà à 11 sacs. On en parle peu, mais mine de rien, il fait une belle saison. Alors, c'est vrai qu'on a toujours ces problèmes de blessure avec lui. On ne sait jamais s'il va pouvoir faire une saison entière, mais quand il est sur le terrain, il est bon par rapport à ce qu'il a fait dimanche notamment. Derrière, les linebackers sont très bons, même si Fred Warner, je crois qu'il s'est blessé dimanche. Aziz Al-Shahir se montre de plus en plus. Il est vraiment l'une des pièces maîtresses de cette ligne de linebacker. Derrière, on en parlait mardi avec les defensive backs. C'est encore, il y a des hauts et des bas. Et pour moi, le symbole de ça, c'est Josh Norman qui prend beaucoup de yards, mais qui arrive à provoquer des fumbles. Je crois qu'il a 7 fumbles depuis le début de la saison. Et du coup, c'est vrai que il arrive à rattraper certaines erreurs et ça donne une escouade solide. Ouais, Ouais, c'est une escouade qui est solide avec des coups d'éclat pour le moment avec Nick Bosa et tout ça. C'est pas encore une escouade top niveau dans la ligue. Statistiquement, ils ne sont pas encore très très hauts. Ils naviguent un peu dans le milieu. Alors évidemment, ils sont meilleurs sur ces dernières semaines. Mais il y a une marge de progression, ce qui est presque du positif, sachant qu'ils sont en train de remonter la pente offensivement aussi. Maintenant, la question de savoir, c'est ça. Alors, ils jouent mieux dans tous les domaines. On peut résumer comme ça. Hein. Kyle Shanahan l'a dit aussi, de toute façon. Ils avaient déjà des joueurs de talent. Ils avaient déjà un bon coach. Maintenant que ça revient un peu de blessure et que ça se remobilise, ça joue mieux, ça gagne. La question, c'est de savoir jusqu'à où l'attaque peut progresser, jusqu'à où la défense peut progresser. Les playoffs maintenant semblent largement possibles. Mais... Oui, surtout en NFC où on sait que je crois que c'est Washington qui est pour l'instant qualifié à 5-6. Donc à 6-5, on est largement dans l'histoire. Oui, non, ils sont dedans. Au niveau du calendrier, en plus, Seahawks, Bengals, Falcons, Titans, Texans, Rams, il y a de la place. Ouais. Clairement. Il y a de la place, sachant que les Titans auront toujours beaucoup de blessés, a priori, d'ici 4 semaines. Bengals, Falcons, Seahawks, Titans, Texans, c'est très prenable. Rams, ils les ont déjà battus. On va dire que c'est un choc, c'est 50-50. Mais donc, ils sont largement dans les clous pour aller en play-off. Est-ce que ça tient quand même toujours un peu un fil avec les blessures ou pas ? Parce que... Alors, ça tient un fil avec les blessures parce que de toute façon, alors c'est le cas pour toutes les équipes NFL, c'est un petit peu impensif ce qu'on est en train de dire, mais c'est vrai que particulièrement pour les 49ers, on le sait que notamment l'année dernière, la saison a peut-être été saccagée par les blessures. Deebo Samuel, alors j'ai pas exactement vu son statut notamment pour cette semaine, mais il est sorti un petit peu blessé et on sait que si lui, il n'est pas à 100%, cette attaque déjà, elle a une dimension bien moins importante. Donc oui, déjà, ça tient un fil de ce côté-là et puis surtout, on le disait, ils ont progressé sur tous les domaines, mais je pense que pour l'instant, ils n'ont pas une équipe pour surmonter n'importe quel style de match. Il faut que ça soit le style de match qui leur convient, c'est-à-dire installer le jeu au sol, avoir le temps de possession supérieur par rapport à l'adversaire, c'est ce qu'ils font depuis 3 semaines. Mais par exemple, on se rappelle du match face aux Cardinals où Kyler Murray n'est pas là et où je pense qu'ils sont presque meilleurs que les Cardinals, sauf qu'ils perdent des ballons en début de match. Et ils en perdent beaucoup et ils n'arrivent pas à surmonter ensuite ces choses-là, là où peut-être l'équipe qui va au Super Bowl arrivait à le faire parce qu'ils étaient meilleurs de partout. Donc, ça tient encore un fil, comme tu le dis, pour les blessures et pour ce genre de choses, il faut que l'alchimie du match, en tout cas la physionomie du match, c'est le mot que je cherchais, soit exactement comme il l'imagine et comme il l'espère. Ouais, non, mais il y a ça et c'est ce qui me fait penser qu'en playoff, ça va être difficile. C'est-à-dire que ça ne peut pas passer 3 fois de suite quand tu es dans ces cas-là parce qu'ils n'iront pas chercher la tête de série numéro 1. Donc, ils vont devoir jouer probablement à l'extérieur contre des équipes plus dynamiques quand même, avec plus d'armes offensives, avec un quarterback probablement meilleur dans la plupart des cas. Donc voilà, playoff, j'ai envie de te dire oui, large. Avec le calendrier qu'ils ont, avec cette physionomie-là qu'ils ont actuellement, ça passe en saison régulière. Il y a des équipes qui vivent très bien en saison régulière avec un gros jeu au sol, une bonne défense. Pour aller plus loin en play-off, ça me semble compliqué. Alors oui, à l'heure actuelle, je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu le dis, il faut que ça passe 3 fois, voire 4 fois s'ils doivent gagner, s'ils veulent être champions, parce que c'est quand même l'objectif de cette équipe. Donc, je suis d'accord que les playoffs, ils y seront. Et pour l'instant, ça peut faire un coup en wildcard. On a vu plusieurs équipes le faire, mais difficile d'imaginer plus. Maintenant, on sait que c'est une équipe qui, en tout cas, c'est une équipe qui monte en puissance. Et on l'a dit, ça peut encore s'améliorer. Il y a ce qu'il faut, le matériel est là. Il y a les joueurs. On n'a pas encore beaucoup vu George Kittle.
parce qu'on voit beaucoup d'Ibo Samuel, un petit peu plus Brandon Ayuk, Mitchell. On n'a pas encore beaucoup vu George Kittle qui, on le sait, peut faire une grosse différence. Donc, il y a encore une dimension supérieure que cette attaque peut atteindre. Et on le disait, la défense peut encore être meilleure. On l'a déjà vu. Donc, c'est vrai que je partage totalement ton analyse. Maintenant, attendons de voir. Ils peuvent monter vraiment en puissance. Et on a vu, par exemple, les Titans, il y a quelques années, arriver jusqu'à une finale de conférence, alors qu'on ne les attendait pas forcément aussi fort que ça. Mais avec la confiance, avec la montée en puissance, ça peut le faire. J'ai l'impression qu'ils plafonnent c'est dur de dire à cause, mais en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux que leur saison où ils perdent au Super Bowl tant qu'ils ont Jimmy Garoppolo? Ah non, mais après, c'est déjà pas mal d'aller au Super Bowl. Enfin, je veux dire, il y en a que deux. Il y en a que deux chaque saison. Mais en effet, il faut. Après, ils y sont allés déjà une fois avec ce style de jeu. Ils pourraient y retourner. Et puis après, c'est une question de match-up. C'est sûr que s'ils retombent à chaque fois contre les mêmes Chiefs, ça sera compliqué de gagner. C'est aussi une question de match-up. En tout cas, s'ils retrouvent l'allant, en tout cas le niveau des deux côtés, et je me répète de cette saison-là, ils sont parmi les prétendants nets. Mais c'est vrai qu'on a du mal à les imaginer exploser tout le monde, ça c'est sûr. Ouais, moi, j'ai du mal à croire que tu le refasses 2 fois. Il faut que tout aille dans ton sens, quoi. Et j'ai du mal à. Oui, clairement. J'ai plus le souvenir exact de comment se passent leurs playoffs. Non, mais voilà, je pense pas que tu plafonnes en fait à un moment avec un quarterback comme ça. Je vais pas dire que ça rappelle les Bears époque Grossman parce que c'est très très dur. C'est pas du tout ça. Mais tu vois l'idée, quoi. C'est des équipes où une fois que tu plafonnes avec le quarterback, c'est quand même compliqué. Voilà donc pour les 49ers qui sont en tout cas au moins de retour dans la course aux playoffs, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle après le début de saison difficile. Là, on passe à la fiche de la semaine. Et la fiche de la semaine, elle oppose les Buffalo Bills aux New England Patriots. Ce sera le Monday Night Football, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Ce n'était pas franchement le scénario prévu. Les Patriots et les Bills s'affrontent pour la première fois de l'année en semaine 12. Et ce sont les Patriots qui sont leaders de l'AFC Est, 6 victoires de suite, alors que les Bills, eux, alternent une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire sur leurs 6 derniers matchs. Donc la dynamique est clairement en faveur de New England. Ils jouent mieux, ils ont une identité plus définie, ils montent en puissance. Est-ce qu'ils sont favoris de ce match pour autant, Lucas? Je serais curieux de voir les cotes. On va peut-être en parler plus tard. Mais ils jouent à l'extérieur. L'année dernière, les Bills les ont battus 2 fois. Déjà, c'est vrai que pour les Bills, ça doit être compliqué parce qu'on a vu New England dominer cette division pendant 20 ans, pour faire simple. L'année dernière, on a compris qu'il y aurait certainement un passage de témoin entre Belichick et McDermott avec 2 victoires pour les Bills, une finale de conférence. Et puis en fait, une année plus tard, tout revient presque comme avant. Donc c'est vrai que ça doit être compliqué. Est-ce qu'ils sont favoris maintenant ? J'ai envie de dire que pour la dynamique, oui, mais de peu. Je pense que ça va être un match très serré. Les cotes 1,59 pour les Bills, 2,13 pour les Patriots. Donc les Bills sont officiellement favoris. Et largement en plus. Assez largement. Après, est-ce que c'est quand même pas le moment de remettre les pendules à l'heure pour Buffalo ? C'est une équipe qui est un peu décevante, mais parce qu'on en attendait énormément, parce que statistiquement, c'est quand même très paradoxal. Ils sont 2e attaque sur les points marqués, 2e défense. Ouais, mais donc, est-ce qu'ils sont bons ou pas ? En fait, ils ont des matchs où ils sont très bons et ils ont des matchs où ils sont très mauvais. Et c'est vrai que les matchs où ils sont très bons, ils encaissent très très peu de points, ils en marquent beaucoup, ça gonfle les stats. Et après, ils ont des matchs, je crois que c'est contre les Jaguars qui perdent, c'est ça, où ils ont une défaite qui est vraiment pas belle. Donc ils sont pas encore constants comme ils ont été l'année dernière. On leur a demandé d'être constants l'année dernière, ils l'ont été, ils arrivent jusqu'en finale de conférence, ils se font battre par les Chiefs, bon, c'est une chose, mais là, ils n'arrivent pas à enchaîner, ils sont moins constants, et c'est vrai que du coup, chaque semaine, on se dit quel genre de Bills on va avoir, quel genre de Josh Allen même on va avoir. En défense d'abord, ils ont perdu Tredavious White. Ils semblent quand même pouvoir limiter New England sans lui, puisqu'il n'y a pas d'énormes receveurs à New England. Donc, est-ce que tu as besoin de Tredavious White sur ce match-là ? Alors, évidemment, tu en as tout le temps besoin, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, sur ce match-là, non, c'est peut-être pas le match le plus nécessaire, ou en tout cas, c'est peut-être pas le match où les Bills vont le plus manquer Tredavious White. On pense notamment aux Chiefs, ça sera peut-être plus dommageable. Mais c'est vrai qu'on va quand même observer comment ils se réorganisent autour de ça. Ils ont un super backfield défensif, et même sans Tredavious White, ils ont quand même l'un des meilleurs backfields défensifs de cette conférence, voire même de la ligue, avec Poyer et Micah Hyde qui sont un super tandem de safety, Levi Wallace au poste de cornerback. Donc, ils ont quand même, malgré cette perte-là, ils ont quand même un super backfield défensif. Et c'est vrai que c'est
c'est pas en tout cas White qui va faire vraiment défaut lundi soir, pardon. Mais il faut quand même observer comment ça va s'organiser autour de ça, parce que c'est quand même une grosse perte. Oui, non, mais c'est quand même évidemment une grosse perte. Après, ils ont une bonne défense au sol. Ils peuvent mettre de la pression sur Mac Jones. Mac Jones, c'est 16 touchdowns, 8 interceptions au total, mais sur les 6 derniers matchs, c'est seulement 2 interceptions. Il est excellent. Est-ce qu'ils peuvent le déstabiliser ? On a l'impression que plus les semaines passent, moins il peut être déstabilisé, Mac Jones. On est typiquement dans la montée en puissance dont on parlait tout à l'heure. C'est sûr que Mac Jones, il a été un petit peu protégé. En tout cas, Bill Belichick a vraiment été très bon avec lui, en l'exposant quand il a fallu, le protégeant quand il le fallait. Et il va falloir, en tout cas, qu'il tente quelques blitz du côté des Bills, parce qu'on sait qu'il n'est pas encore totalement à l'aise avec ça. Mac Jones, mais c'est vrai que si on voit le Mac Jones de la semaine dernière, qui est notamment très très bon sur les play action, je crois qu'il a eu aucune passe manquée sur les play action, c'est du pain béni pour Bill Belichick, qui veut d'abord instaurer son jeu au sol et qui ensuite peut passer sur ces play action là. Et si Mac Jones est bon dans ces play action là, comme je le dis, je le répète, c'est du pain béni pour lui. Et justement, tu soulignes, on sait ce que les Patriots vont vouloir faire, mais on sait moins comment les Bills vont attaquer en fait cette défense de New England qui est très très bonne. Et Josh Allen va être sous pression. Les Patriots sont 35 cette saison, ils sont 5e en NFL, ils ont 19 interceptions, c'est plus que n'importe qui en NFL. Donc en fait, est-ce que c'est Josh Allen le facteur X de cette rencontre ? Ce qui est un peu bizarre à dire pour un mec qu'on croyait prétendant au MVP en fait. Je pense que c'est le facteur X, parce qu'en effet, on ne sait pas comment il va jouer. J'ai eu l'occasion de le dire mardi. Pour moi, vraiment, la clé pour lui et pour cette attaque, c'est son jeu au sol à lui. Parce qu'on a vu notamment dimanche des jeux appelés pour des courses directement sur Josh Allen, pas simplement des read options ou pas simplement des courses pour kiffer parce qu'il n'a pas de solution, vraiment des courses pour lui. Parce que en fait, les Bills, ils ont un jeu au sol qui est quand même très moyen en dehors de lui. Et il doit être pas loin d'être le meilleur coureur de cette équipe. D'ailleurs, je n'ai pas les statistiques en tête, j'en suis désolé. Mais pour moi, c'est la clé. Et du coup, les Patriots, et on l'a vu l'année dernière, ils ont essayé de le faire, de le laisser dans la poche, pour pas qu'il court justement. Maintenant, l'année dernière, il était très bon dans cette poche-là et il les a découpés. Et on se rappelle d'un J.C. Jackson qui avait eu beaucoup de mal avec Stephen Diggs. Voilà, voir, comme tu le dis, comment la défense des Patriots va gérer Josh Allen, et surtout comment Josh Allen va réagir par rapport à ça. Et pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord, c'est clairement le facteur X. J'ai l'impression qu'en fait, si on est un peu déçu globalement par les Bills, c'est parce que notamment Josh Allen ne joue pas à un niveau de MVP très régulier, très régulièrement cette année, et que s'il était impérial et serein, je pense qu'on aurait, même avec le même bilan, tu vois, on aurait peut-être moins de doutes sur Buffalo. Le fait qu'il était un peu en dents de scie, ça a peut-être contribué au fait qu'on a un peu plus de doutes sur eux. Il a quand même été intercepté 10 fois cette saison. Pour les yards au sol, tu demandais, il est deuxième coureur de son équipe. Devin Singletary est à 459 yards. Josh Allen est à 383 yards. Donc en effet, Josh Allen a plus couru que Zach Moss, par exemple, avec à peu près le même nombre de tentatives d'ailleurs. Donc oui, facteur X, énorme stat incroyable. Depuis la semaine 7, les Patriots sont premiers sur les points marqués, les points encaissés et le différentiel de ballons perdus. Donc on est vraiment, on ne le répétera jamais assez, sur une équipe qui est en très grande forme. Les ballons perdus, ce sera d'ailleurs capital. Les deux équipes sont parmi celles qui arrachent le plus de ballons dans la ligue. Donc ça, évidemment, c'est tarte à la crème, mais si tu perds plus de ballons que l'adversaire, tu as généralement moins de chance. Pronostic sur ce match, Lucas? Déjà, pour revenir, c'est vrai que, comme tu dis, c'est impensif de dire ça sur les pertes de balles, mais c'est surtout qu'on a deux équipes qui en provoquent de manière, en tout cas, qui en provoquent aisément. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et vraiment surveiller ça, quoi. Voilà, donc c'était pour finir sur ça. Pronostic, je vais mettre les Bills parce qu'ils sont à domicile. Je ne serais pas surpris que ces deux oppositions, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais ils vont se rejouer très rapidement parce que les Patriots ont les Colts une semaine de repos et ils vont rejouer. Je ne serais pas surpris que cette opposition finissent à un partout. Et je vois les deux équipes s'imposer à domicile pour l'instant. Donc, je dirais les Bills, même si, je le répète, ça va être un match très serré à mon avis. Je vais dire les Bills aussi parce que pour l'instant, ils restent en théorie quand même supérieurs sur le talent, sur l'expérience. Mais match passionnant et serré à suivre. Pour vous donner sur le panorama de la rédaction, Raphaël est le seul à donner les Patriots. Voilà, je tiens à le dire. Donc, il est seul contre tous. Et justement, pour plus de pronostics, c'est maintenant. Et c'est pas ce jingle-là.
baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3. Work. Les pronostics, justement, on en parlait. Raphaël, il est en tête de ses pronostics, à égalité avec moi-même. On est tous les deux à 114. Alors attends, je n'ai pas donné les scores de la semaine dernière, ce sera peut-être plus simple. Tu veux peut-être pas que je les donne, Lucas, non? Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause pub et puis je reviens. Alors, la semaine dernière, Victor a 10, 8 points pour Grégory, Raphaël et moi, 7 pour Raoul et un petit 4 pour Lucas. Tu as eu une semaine difficile comme on en a rarement vu quand même. Ouais, ça arrive. Mais du coup, voilà, pour contrer ça, je viens dans la semaine de le podcast de preview pour donner mes pronostics. Voilà, c'est super de dire ça juste avant mes pronostics. Je sais que tout le monde va m'écouter du coup. Ne t'en fais pas, ça arrive. 114 donc pour Raphaël et moi, 113 pour Victor qui prend la 3e place. Raoul est à 112, Grégory 109 et Lucas 104 qui commence en effet à être un petit peu distancé. On commence avec le match de jeudi, Saints Cowboys. C'est donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Taysom Hill au secours de la franchise en danger. Est-ce que tu y crois? On se demandait déjà ça dans le podcast l'an dernier. Alors, tu n'étais pas encore là, mais moi, j'y crois pas trop. Mais a priori, Taysom Hill titulaire. Non, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire d'y croire. Ça sera, je pense, mieux que Trevor Siemian dans le sens où c'est un petit peu plus incertain. Ça laisse un petit peu plus le doute sur les défenses. Surtout que là, c'est le premier match, même si désormais, il y a du film quand même par rapport à Taysom Hill, donc les équipes ont pu regarder par rapport à l'année dernière. Maintenant, voilà, ça va être une approche différente, donc ça peut poser des soucis à quelques défenses. Après, c'est vrai que ça ne sera pas du Drew Brees de la grande époque, ça ne sera pas une équipe qui va rouler sur tout le monde, donc ça va rester poussif à mon avis. Donc Cowboys. Donc Cowboys, ouais. Cowboys avec Amari Cooper de retour, notamment sur les postes de receveur. Ça devrait aller un peu mieux en attaque quand même. Et une équipe qui défend quand même plutôt pas mal. Falcons, Buccaneers, on passe au dimanche à 19h. Difficile de voir quand même comment les Falcons peuvent embêter les Buccaneers, surtout là avec le retour en forme de la défense de Tampa sur le dernier match. Ils sont déjà joués 48-25 pour Tampa en semaine 2. Oui, non, là j'aime bien noter le match le plus déséquilibré de la semaine. Je pense qu'il est là très rapidement. Il y a des clients quand même. Il y en a quelques-uns cette semaine, je trouve, qui ont des nets favoris quand même. Oui, mais je pense que là, on est sur une des équipes les plus faibles et de l'autre côté, une des équipes les plus fortes ce moment. Donc, c'est vrai que l'écart est grandiose et des deux côtés du terrain, en plus, tu le disais. Donc, comme tu dis, j'ai du mal à imaginer quoi que ce soit pour les Falcons. Et Buccaneers, donc pour tout le monde. Bears, Cardinals. J'ai l'impression d'être un discréé depuis 3 semaines. Kyler Murray et DeAndre Hopkins seront peut-être de retour. Il y a un vrai truc de communication sur les blessures à Arizona parce que les deux, c'était censé être pas grave. Les deux, ils devaient revenir au bout d'une semaine. Les deux, toutes les semaines, ils sont pas loin d'être de retour. Le samedi, on apprend que ça se jouera à la dernière minute et le dimanche, on apprend qu'ils ne jouent pas. Donc moi, je vous donne ce qu'ils nous donnent. C'est qu'en théorie, là, ils pourraient revenir. Ah non, c'est exactement ça. La première semaine, c'est on les a mis de repos, mais ils auraient pu jouer. Et puis en fait, on se rend compte qu'ils loupent 3 matchs. La semaine de repos passe et ils ne sont pas forcément là. Donc en effet, pour moi, les Cardinals, alors je pense que pour arriver à la fin, ils vont gagner quand même parce que même sans eux, ils peuvent dominer les Bears. Mais attention, il faut surveiller ça quand même parce que pour moi, tant que je n'ai pas vu ces deux joueurs-là revenir sur le terrain, je ne les considère pas à 100%. Et c'est notamment pour ça, par exemple, que dans le Power Ranking, je mettais Green Bay devant parce que ce n'est pas inquiétant, mais ça pose des questions un petit peu. Ouais, c'est un peu étrange. Mais comme toi, je pense que même avec Colt McCoy, ils peuvent s'en sortir. Ce sera Andy Dalton, a priori, qui sera encore sur le terrain. Toujours Matt Nagy sur le banc. Donc, on va miser sur les Cardinals. Bengals, Chargers, ça aurait pu être une affiche de la semaine. Moi, j'aime bien 2 jeunes équipes talentueuses. Des Bengals qui semblent, pour moi, un peu plus polis, au sens le diamant est un peu moins brut. Je trouve que leur défense est plus convaincante, notamment. Ils sont 6e sur les points encaissés. Est-ce que tu vois ça comme ça aussi ou est-ce que les Chargers te semblent offrir plus de garanties? Non, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, spoiler, tu parlais d'affiche de la semaine. Pour moi, c'est le duel de la semaine entre Joe Burrow et Justin Herbert, les deux quarterbacks qui vont être liés peut-être jusqu'à la fin de leur carrière. Mais en effet, au-delà de ça, je pense que les Bengals ont une équipe
plus complète des deux côtés du terrain. Tu parlais de cette défense-là. Quand ils jouent comme ils le jouent depuis 2 semaines, ils peuvent poser de problèmes à beaucoup d'équipes et surtout les équipes qui sont moins fortes qu'elles le resteront et j'estime que les Chargers le sont. Ouais. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est partagé dans la rédaction. Il y a du Chargers pour Raoul, Grégory et Raphaël sur les pronostics. Pour Raoul, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est vrai. Bon, ça fait du 3-3 en tout cas sur les pronos. Donc, c'est vraiment en effet probablement la meilleure affiche de 19h. Si vous ne savez pas quoi regarder, beau duel de quarterback, beau duel de jeunes équipes en devenir. Donc, Bengals pour toi. Oui. Bengals pour tous les deux. Lions-Vikings, celui-là n'est pas très équilibré. Les Vikings ont marqué un coup d'arrêt face aux 49ers, mais là, c'est bien pour repartir en théorie. Les Lions, c'est 30e attaque, 28e défense. En théorie, même sans Dalvin Cook, ça passe pour Minnesota. Oui, c'est pas très équilibré. On se rappelle leur premier match quand même. Les Vikings avaient gagné sur un field goal à la dernière minute. Donc, on ne sait jamais avec ces Vikings-là. Les Lions, on sait ce qu'ils vont donner. C'est vrai que tu disais les Bengals battent les équipes qui doivent battre. Les Vikings, pour le coup, se mettent toujours au niveau de l'opposition quasiment. Ah, clairement. On sait que peu importe l'opposition, comme tu le dis, ça va jouer à très peu de points, très peu d'écart. Des fois, ils vont gagner face même à des équipes très fortes comme Green Bay. Des fois, ils vont perdre même face à des équipes qui sont censées être moins bonnes qu'eux. Donc, c'est un match qui peut avoir des surprises. Maintenant, la logique fait dire que ce sont les Vikings qui vont gagner, mais tu vois, par exemple, tu parlais de match déséquilibré, je pense que, encore une fois, les Lions vont s'accrocher. Oui, c'est vrai que les Vikings, en l'occurrence, peuvent être moins sérieux que les Buccaneers. Donc oui, moi je vais parier sur les Vikings. Après, Détroit, moi je l'ai dit mardi, c'est quand même extrêmement faiblard. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient sans victoire à la fin de l'année. Donc voilà, je vais dire Minnesota. Donc, Minnesota pour tout le monde. Texans, Colts. Les Colts, c'est un peu comme les Vikings. Ils ont perdu un match qu'ils auraient pu gagner. Là, c'était contre les Buccaneers. Et puis, ils ont un adversaire à leur portée. 31-3, 31-3 pour les Colts dans le premier match entre ces deux équipes cette saison. C'était Davis Mills à l'époque, le quarterback des Texans. Ça ne change pas énormément de choses fondamentalement. C'est-à-dire que Tyrod Taylor est un peu plus vétéran, il met quelques touchdowns, mais bon, les Colts ont quand même largement de quoi. Houston a l'avant-dernière défense au sol de la Ligue. Donc contre les Colts. Oui, voilà, face aux Colts, si Frank Reich se décide d'appuyer sur Jonathan Taylor et de ne pas l'oublier comme il l'a fait, même si c'était face à la défense des Buccaneers, on l'a dit. En effet, je vois les Colts, surtout qu'on parle de la défaite la semaine dernière, mais on l'a assez dit mardi. C'est une défaite qui n'a rien d'honteux face aux Buccaneers. En plus, non, c'était à domicile, mais qui n'a rien d'honteux face à Tampa Bay, qui était sur une semaine où ils étaient très forts. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un pas en arrière des Colts. Je pense qu'ils peuvent rester sur leur belle dynamique. Notamment après leur victoire face aux Bills. Donc, ce sera pas une partie de plaisir, c'est toujours difficile de dire ça, mais je pense qu'ils vont gagner aisément. Oui, toujours dans l'opposition, les Colts sont l'équipe qui vole le plus de ballons en NFL. Les Texans sont parmi celles qui en donnent le plus. Donc, les voyants sont ouverts. Dolphins, donc Colts pour tout le monde. Dolphins, Giants, convaincus ou pas par les progrès de Tua Tagovailoa? Convaincu, oui, parce que, en tout cas convaincu, on l'a assez dit cette semaine, c'était son 16e match, ça représente une saison régulière complète avant cette année, puisque maintenant c'est 17. Donc, on a vu ses statistiques qui ne sont pas infameuses. Il a été bon la semaine dernière, notamment sur des passes rapides, des passes qui sont déjà déterminées à l'avance. On ne lui demande pas de faire beaucoup. La défense est de mieux en mieux du côté des Dolphins. Ce n'est pas encore le quarterback peut-être qu'on espère, mais s'il continue comme ça, les Dolphins, notamment avec le calendrier qui arrive, peuvent continuer à revenir dans cette course vraiment au wild card. Donc, victoire de Miami, ouais. Je ne sais pas si je suis convaincu par Tagovailoa, mais je suis convaincu par les progrès de la défense. Ils en sont à 4 victoires de suite. Ils prennent 9, 10, 17, 10 points. Donc ça, en tout cas, pas des énormes équipes en face. Mais... Oui, mais ils vont encore jouer. Ils jouent les Giants. Semaine de repos, ils jouent les Jets. Je pense que dimanche, ça peut être un match avec très peu de points. Il se peut qu'en effet, ils gardent des bonnes stats défensives là-dessus, parce que les Giants, en effet, sont une drôle d'équipe. C'est-à-dire qu'il a une bonne défense maintenant, mais l'attaque est vraiment toujours en chantier. Et ça, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est inquiétant. En plus, Daniel Jones est touché à la nuque, donc il ne jouera peut-être pas. Ce sera peut-être Mike Glennon. Oui. Mais on l'a dit le mardi, oui, ils vivront selon ce que fait l'attaque, comme d'hab. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que leur attaque peut en faire assez et sur qui tu paries? Non, je pense pas. Je pense pas, surtout, même avec McGlennon ou surtout avec McGlennon, je sais même pas comment il faut le dire. Non, je vois Miami remporter une 4e ou une 5e victoire consécutive, 4e, je crois. Ça ferait 5. Ça ferait 5. Ouais. Et revenir à 6-7 ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, pour moi, Miami, avant la semaine de repos, ça leur ferait du bien.
Bon, en tout cas, au moment où on enregistre, sachez que pas Mike Glennon, Daniel Jones n'est pas encore officiellement forfait. Ils essayent de faire en sorte qu'il s'entraîne et ils vont voir. Donc, Dolphins pour tout le monde. Jets, Eagles, toujours à 19h. Gros match 100 des Eagles la semaine dernière. Gros match 100, pas gros match tout court. Les Jets ont une défense parfois solide, mais pour le coup, ils souffrent contre la course de temps en temps. Et là, ils sont face à une équipe qui ne veut que courir en ce moment. Donc, ça ne s'annonce pas très bien pour eux. Je comprends pas, tu parlais de Bengals Chargers, l'un des plus beaux matchs à 19h. Celui-là, il te ravit pas, celui-là? Bah, c'est sûrement celui-là que je vais devoir faire, a priori. Ouais. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Ça s'annonce mal pour les Jets, même si la défense a été mieux, avec notamment pas mal de sacs la semaine dernière. Je crois qu'ils ont enregistré 5 sacs. Là, face à une équipe qui court beaucoup, qui, comme tu le dis, ne fait quasiment que ça. Et qui marche quand même globalement plus de fois que ça ne fonctionne pas, en tout cas depuis quelques semaines. En plus, ils sortent d'un match sans. Donc oui, pour moi, New York, surtout que Zach Wilson ne montre toujours pas des signes qui sont encourageants. Donc je vois Philadelphia l'emporter. Oui, franchement, Zach Wilson face à une défense moyenne. Alors, j'avais dit mardi que j'avais une stat dingue sur Zach Wilson. Il a débuté 7 matchs en NFL. Tu sais combien de matchs sur les 7 où il n'a pas lancé un seul touchdown? 5? Ouais. 5 matchs sur 7 où il ne lance pas de touchdown. C'est pour un deuxième choix de la draft, ça fait tâche quand même. Ouais, et puis tu vois, on ne joue pas en 1983, quoi. C'est la NFL de 2021 où normalement, bon, ça passe beaucoup. On utilise quand même un peu les quarterbacks. Il n'y a pas un énorme jeu au sol autour de lui. Je sais qu'il n'y a pas des masses de cibles ou quoi, hein, mais 5 matchs sans touchdown sur 7, c'est dur. Hein, 4 touchdowns, 10 interceptions. C'est compliqué. C'est très compliqué pour les Jets. Eagles pour moi aussi. Donc, Raiders, Washington, on passe à 22h. Pas facile à pronostiquer parce que les Raiders sont quand même irréguliers en ce moment et Washington mise sur ses fondamentaux pour revenir maintenant. Celui-là, il est dur. En effet, je crois que je suis parti sur les Raiders. Je crois que je vais continuer de partir sur les Raiders. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, les Raiders sortent d'un super match il y a une semaine. Ils ont eu un petit peu plus de repos puisqu'ils ont joué jeudi pour le match de Thanksgiving. Mais Washington est mieux. Alors, ils n'affrontent pas des équipes incroyables, mais ils font le boulot. Je crois qu'ils ont eu 40 minutes de possession dimanche. Ça, c'est pareil, c'est le genre de statistiques qu'ils doivent avoir en leur faveur pour remporter ces matchs-là. Mais la défense va un petit peu mieux. Est-ce qu'ils peuvent arrêter les Raiders, les ralentir un petit peu pour rendre le match un peu plus intéressant? Ça risque d'être serré, ouais. Ouais, franchement, j'ai du mal à savoir sur qui aller. Ah, bah, tu vois, je suis en train de réaliser que dans mes notes, je n'ai pas pris la même équipe que dans les pronos sur notre fichier commun. C'est souvent le signe que c'est un match qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je vais aller sur l'attaque des Raiders. Ça y est. Je crois que j'ai fait la même chose, mais je crois que c'était plus un coup tactique qu'une conviction très forte. Oui, c'est vrai que là, ça peut être un peu des deux. Mais non, je vais aller sur les Raiders pour l'attaque. Rams, Jaguars. Là, on est dans le déséquilibré quand même aussi. 3 défaites de suite quand même pour les Rams. On l'a dit dans l'émission de mardi un peu en profondeur. Mais là, ils ont quand même intérêt à prendre ce match-là parce que ça se corse derrière. Et si vraiment ils perdent celui-là, on peut activer le mode crise aigu, quoi. Ah oui. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Alors, il faut qu'ils gagnent. Ils sont à domicile. Il faut qu'ils impressionnent. Alors, on dira toujours ce n'est que face aux Jaguars. Mais quand même, il faut une belle victoire des deux côtés du terrain. Il faut quelque chose qui nous fait dire... Bon, ils ont eu 3 défaites, ils ont eu un petit coup de mou, ça peut arriver, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place avec Odell Beckham, mais voilà, quand ils affrontent une équipe qu'ils doivent battre, ils la battent, ils n'en sont pas au niveau d'inquiétude comme tu pouvais le dire. Donc pour moi, il faut une belle victoire et puis après pour pouvoir construire derrière. Mais attention, les Jaguars, de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ils accrochent une grosse équipe sans forcément gagner, mais ils accrochent une grosse équipe, il ne faudrait pas que ça arrive dimanche. Ouais, non, là quand même. Je pense que il y aura des choses à se sauver de cette saison des Jaguars à la fin. Ah non, mais tu sais quoi, je vais en parler dans le football des dimanches. Ah ben, je te le laisse volontiers alors. Allez. Seahawks, 49ers, terrible chute de Seattle cette année. Pour une équipe qui souffre autant dans les tranchées, jouer les 49ers en ce moment, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Oui, ça aussi, c'est encore une fois des voyants. On parlait des voyants au vert, là, les voyants sont au rouge. Alors après, ils les avaient battus lors de leur première opposition, 28-21, mais c'est pas, on le disait, on l'a assez répété en début de saison, c'est pas les mêmes équipes des deux côtés.
Ah non, mais c'est ça. San Francisco a la 6e attaque au sol, donc ils vont faire souffrir Seattle sur la ligne défensive. Et ils n'ont pas tant de sacs que ça au global, mais il y a un Nick Bosa qui est déchaîné. Donc ils vont faire souffrir la ligne offensive de Seattle. Seattle a déjà perdu son dernier match dans les tranchées. J'ai du mal à trouver un match-up où Seattle a l'avantage. Ils ont le meilleur quarterback sur le papier, mais je ne sais même pas si en ce moment, Russell Wilson est à 100% et est vraiment le meilleur quarterback. En tout cas, il n'est pas bon en ce moment. Bah, c'est ça. Donc, Mais surtout que, moi je vois Seattle avec 3 victoires et 8 défaites. Une défaite dimanche les amènerait à 3-9. Alors pour les playoffs, on l'a dit, c'est quasiment mort. Mais c'est vrai que ça ferait tâche. 3-9 pour les Seahawks, on les attendait vraiment pas là. Bah, et puis ils vont se planter l'année où ils n'ont pas leur choix du premier tour en plus. Donc ça, c'est quand même le pire. 49ers pour tout le monde alors. En tout cas pour moi, oui. Allez, 49ers et 49ers, Steelers-Ravens, autre match de division. Est-ce que les Steelers ont déjà atteint leur plafond? On l'a déjà un peu dit pendant l'émission de mardi. L'attaque est limitée par la ligne, par Ben Roethlisberger. La défense ne peut pas tout sauver tout le temps. Est-ce qu'elle peut se sauver là dans ce match? Je pense pas. TJ Watt est rentré dans la liste Covid, je crois. Je suis pas sûr je sais pas s'il sera disponible. En tout cas, c'était lundi. Encore une fois, il faut savoir s'il a été vacciné, s'il n'était pas vacciné, s'il est passé une fois par un aéroport. Enfin bref. Mais bon, c'est pas un bon signe. Et puis derrière, en face, il y a quand même les Ravens qu'on a vu capables de battre des équipes même quand ils font pas un grand match, avec une défense qui est de mieux en mieux, notamment face à la course. On le sait que les Steelers essayent de s'appuyer là-dessus. Donc en effet, par contre, pour les Ravens, il va falloir gagner parce qu'on l'a dit mardi, mais la fin de saison s'annonce très très solide pour eux qui ont de grandes ambitions de se qualifier et d'avoir le meilleur bilan possible pour pourquoi pas avoir cette bye week ou recevoir. Ils vont jouer les Steelers 2 fois, ils vont jouer les Packers, ils vont jouer les Rams, ils vont jouer les Browns, ils vont jouer les Bengals qui les ont éclatés il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait une grosse fin de saison pour Baltimore. Ouais, c'est dur. Bon, sur celui-là, en tout cas, pour rester sur celui-là, Lamar Jackson sort d'un match terrible, donc il y a quand même des chances qu'il fasse un peu mieux. Surtout si on ne sait pas trop avec TJ Watt, donc moi je vais sur les Ravens, clairement. Moi aussi, Baltimore, mais je le répète, c'est un match qui est plus important que ce qui n'y paraît pour Baltimore. Ouais, c'est sûr. Après, ça va être dur d'aller chercher la première place quand même. Même si cette conférence est très. Mais même sans une première place, mais c'est aussi bien de recevoir un match quand même en play-off, même si après c'est toujours des choses qui sont importantes quand on arrive dans les hautes sphères comme ça des conférences. Mais on n'est pas encore à faire des points course au play-off et tout, mais cette AFC elle est tellement ouverte que de toute façon c'est difficile de prédire qui sera premier. Les 6 premiers se tiennent en un match, donc. Mais on pourrait dire quelque chose maintenant et puis après le match de New England de Kansas City qui change totalement. C'est ça. Là, les Bills sont à 7 victoires, 4 défaites. Les Patriots sont 2e à 8-4. Si les Bills gagnent, ils vont remonter 2e. Ils auront peut-être une chance d'être premiers. Enfin bref, ainsi de suite. Broncos, donc j'ai dit tous les deux les Ravens. Les Chiefs contre les Broncos, ce sera le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20. C'est intéressant parce que Kansas City se remet doucement sur les rails, mais la défense des Broncos, c'est 3e sur les points encaissés, 9e sur les yards, pardon. Donc, est-ce qu'il y a match? On sait, la clé, c'est l'attaque de Denver. Est-ce qu'ils peuvent performer? Mais est-ce qu'il y a match? Il peut y avoir un match. Après, les Broncos, ils arrivent à accrocher une équipe comme ça. On l'a dit mardi en faisant un gros match. Ils l'ont fait dimanche dernier. Est-ce qu'ils sont capables de le faire 2 semaines d'affilée? Je sais pas. Ils l'ont pas prouvé encore face à 2 belles équipes. C'est peut-être le moment de le faire. Et en tout cas, la première place de la division, on parlait d'une conférence, mais la première place de la division se joue ce dimanche soir parce que si les Broncos battent les Chiefs, il leur repasse devant. Maintenant, j'ai du mal à imaginer. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont toujours pas prouvé être capables de faire 2 fois cette performance d'affilée. Donc, il pourrait y avoir match, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura match. Après, c'est toujours pareil. Si Patrick Mahomes et l'attaque des Chiefs jouent comme Patrick Mahomes et l'attaque des Chiefs il y a 2 ans, bah oui, Teddy Bridgewater, il ne suit pas et puis on ne se pose pas la question. Après, si c'est serré, on verra si la défense des Chiefs confirme aussi quand même son embellie, si elle peut aller chercher des matchs comme elle a en cherché cette année. Mais en théorie, si elle se fait ouvrir par Teddy Bridgewater et compagnie, ce sera inquiétant aussi. Oui. Surtout qu'ils sortent d'une semaine de repos, ils ont eu du temps pour analyser tout ça. C'est ça. Bon, on va aller sur les Chiefs pour moi. Pareil. On termine avec le Bills Patriots, qui est donc le match dans la nuit de lundi à mardi à 2h15. Et on avait tous les deux donné les Bills. Au repos, les Panthers, les Browns, les Packers et les
Titans, 4 équipes au repos cette semaine. On ne doit pas arriver loin de la fin des semaines de repos, d'ailleurs. Si il reste les Patriots, notamment, qui le feront dans 2 semaines, les Miami de la semaine prochaine. Je pense que 2 semaines ou 3, et on sera bon. C'est comme avant, ça s'arrêtait à la semaine 10, les semaines de repos. Il y avait plus d'équipes par moment. Ça aussi, ça s'est beaucoup étiré cette année. Alors, attends, il y a 4 équipes au repos en semaine 14. Je vous fais le panorama tant qu'on en parle. Et il y a hop là. Non, ça ne veut pas scroller. Non, il n'y a pas de repos en semaine 15. Donc ça doit être ça. Ça doit s'arrêter en semaine 15. New England a son repos la semaine prochaine, donc. Ça doit être ça, ouais. Semaine 14. Oui, Patriots, Eagles, Dolphins et Colts la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine 15, 16, 17, 18, les 4 dernières semaines, on sera à pleine capacité avec 16 matchs par semaine. Les cotes. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Lucas, est-ce que tu as vu une cote qui t'intéresse ? Alors, je vais être tout à fait honnête. J'ai tendance à oublier ce segment à chaque fois. Je suis tellement mauvais sur les pronostics que j'oublie les cotes parce que je me dis que tant qu'à perdre, autant ne pas perdre d'argent. Mais j'ai quand même vérifié, j'ai quand même regardé parce que j'essaie d'être professionnel quand même. Alain, tu me connais. Il y a en effet notamment ce Washington Football Team qu'on voyait à 2-0-1, certes à l'extérieur, mais on l'a dit, c'est un match qui peut aller dans les deux sens. Alors certes j'ai dit les Raiders, mais comme je le disais, c'est peut-être plus un coup tactique qu'une conviction, et du coup peut-être une petite piécette sur Washington, pourquoi pas. Oui, et puis là c'est des matchs où quand c'est du 50-50 tu joues la cote, quoi. Donc clairement. Donc Washington à 2-0-1 c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu trouves que le Bengals Chargers est assez équilibré pour aller sur les Chargers, parce que les Chargers ont une bien plus belle cote à 2-22? Oui, c'était l'autre que je m'étais noté aussi parce que en effet, on peut imaginer un feu d'artifice entre Joe Burrow et Justin Herbert et que les Chargers en sortent vainqueurs. Donc les Chargers à 2-22, on va compléter avec quoi on va compléter les Steelers à 2,50, ça me paraît être un peu optimiste sur les Ravens vu l'état des choses. Les 49ers à 1,52, je trouve que c'est une bonne cote pour un favori, non? Oui, il y en a plusieurs à 1,50, mais celle-là, elle est pas mal. Il y a Miami qui est à 1,45 aussi. Je pense que ça peut le faire, mais en effet, 1,50 San Francisco, ça me parle. Allez, on va arrondir donc avec un San Francisco à 1,52, les Chargers à 2,22, Washington à 2,01. Ça fait 5 € misés, 33,91 € de gain potentiel pour le combiné. Évidemment, vous pouvez tenter tout ça en pari simple. Washington 2,01, Chargers 2,22 et 49ers 1,52. Qu'est-ce qu'on a pour le YOLO? Bon, alors là, après, il y a les YOLO de l'extrême, évidemment. Les Jaguars sont à 5,25 contre les Rams, mais... Ouais, les Falcons à 4,65. Non, là, je pense que c'est vraiment... Alors, moi, je vais te dire, je mettrais genre les Giants sur un réveil de l'attaque, comme ils en ont un toutes les 4 semaines. Oui, ça, c'est 2,44, c'est ça? 2,44. Les Patriots à 2,13. Ouais. Et alors, moi, j'en ai une dernière. Je ne suis pas sûr qu'elle te plaise, mais comme on dit que toute série, au plus la série s'allonge, au plus on se rapproche de la fin. C'est vrai. Est-ce qu'on ne tenterait pas un Détroit parce que je le disais, ils ont gagné. Enfin, en tout cas, ils ont perdu sur un dernier field goal face aux Vikings. Ils peuvent se faire éclater, mais ils vont peut-être finir par en prendre un. Écoute, c'est un YOLO digne de ce nom. Voilà, c'est vrai que c'est un YOLO. Donc, Détroit 3,22, Patriots 2,13, Giants 2,44 qui s'ajoute à notre premier combiné de 3. Donc, ça fait un combiné à 6, 5 € misés, 595,65 € de gain potentiel. Voilà pour ces meilleures cotes. Et voilà pour cet épisode numéro 457 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. On fait la liste tous les mardis, évidemment, pour les donateurs Tipeee. On va se retrouver, nous, dimanche. Avant ça, pour Twitter, @TDActu, Facebook, @TDActu, Instagram, @JeanActu en entier. Les réseaux sociaux perso, @Elvola pour Lucas, @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Lucas. Toujours un plaisir. On te retrouve la semaine prochaine? Je ne sais plus. Jeudi, je crois que tournent, je ne sais plus. Je crois que je suis de corvée jeudi prochain.
Ah oui, c'est vrai. Ah, de corvée, carrément. Non, C'est comme ça que tu me vois. Élément de langage. Ok. Très bien. Moi, je vous retrouve dimanche pour le fauteuil. Je l'ai dit, ce sera à 18h sur notre chaîne YouTube. Avant, peut-être des changements. Surveillez le site, on va en parler. Tiens, on parlait de Tipeee. Les sous-verts de Noël sont disponibles depuis aujourd'hui, au moment où vous nous écoutez. Ils sont sur la page Tipeee et il y a un article sur le site. Allez voir ces sous-verts. Ils sont très, très jolis. On salue Thomas Guerriero, notre graphiste, qui nous a fait encore un superbe truc. Donc, dimanche 18h, on parlera des équipes de fond de tableau. Laquelle va remonter la pente le plus vite? Ce sera le thème de ce fauteuil. Merci encore à Lucas de m'avoir accompagné. Vous entendez le générique. Dimanche 18h, le fauteuil. Et samedi, entre-temps, le podcast draft, évidemment. Je les oublie. Gros bisous à la team draft. Allez, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.